Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je reçois Laurent. Bienvenue Laurent. Bonjour Faustine. Donc Laurent, tu es le cofondateur de Smapen, qui est une start-up française qui aide les entreprises à mieux comprendre leur territoire grâce à la cartographie. Donc, de ce que j'ai compris, Smapen, c'est un outil de géomarketing qui permet d'analyser un secteur, d'identifier les meilleures zones d'implantation, d'optimiser les tournées de livraison ou encore de comprendre le potentiel d'un marché local. Tu l'as créé avec ton associé en 2018. L'entreprise, elle compte déjà plus de 1200 clients et elle s'impose comme une vraie référence dans son domaine. On va en parler. Mais si j'ai voulu te recevoir, Laurent, aujourd'hui, c'est pas seulement pour parler de data et croissance. C'est aussi et surtout pour parler de transparence. Je t'ai en effet découvert récemment dans le JT de France 2. Je t'ai tout de suite contacté sur LinkedIn juste après, donc merci d'avoir accepté qu'on échange. Et tu avais été sollicité pour une initiative assez audacieuse qui est la transparence totale des salaires chez Smapen. Un choix qui reste rare quand même dans le paysage entrepreneurial français, mais qui reste aussi profondément aligné avec une vision du travail fondée sur la confiance, la justice et la clarté. Dans cet épisode, on parlera donc de performance, de culture, de transparence et de ce que ça change concrètement quand on décide de diriger une entreprise un peu autrement. Bienvenue à nouveau, Laurent. Merci pour l'invitation. Alors, avant de commencer sur le sujet de transparence, etc., ça m'intéresserait de savoir comment tu es arrivé à cette idée Smapen, qui est, comme je disais, je trouve que c'est hyper intéressant, mais c'est extrêmement pointu. Comment tu as eu cette idée-là ? Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée déjà. Ouais. En fait, l'histoire, l'entreprise, elle a été créée au départ par Dan, qui est mon associé. À l'origine, lui, il faisait complètement autre chose. En fait, il travaillait à Toulouse dans l'électronique. C'est le tech, en fait. Voilà. D'accord. Et moi, je suis plus le commercial. Et sa copine était à Nancy, à l'autre bout de la France. Et en fait, il a créé une application qui permettait de dessiner des zones en temps de trajet. Et l'intérêt, c'était, il dessinait la zone à 3 heures, par exemple, temps de trajet de chez lui. Pareil pour elle. Et là où les zones se croisent, c'est là où on peut se rencontrer en faisant à peu près le même temps de trajet. C'était juste ça, la C'est vraiment le et geek. il l'a mise en ligne gratuitement. Et puis, ça a généré du trafic. Ça a intéressé plein de gens pour voir où est-ce que je peux aller en 1 heure en voiture, ou où est-ce qu'on peut se retrouver, etc. Et après, il y a des entreprises qui ont commencé à le contacter en lui disant « C'est intéressant ce que vous faites, mais est-ce qu'à l'intérieur de ces zones, on ne pourrait pas récupérer de la donnée, des codes postaux, des données de population ? Parce que pour nous, pour faire des études, ce serait super intéressant. » Et donc, du coup, à ce moment-là, il a décidé de lâcher son boulot et de créer une boîte avec ça. Et en fait, il y a eu une première année où il s'est un peu cherché. Il a regardé ce qu'il pouvait faire par rapport aux gens qui utilisaient le site. C'était très B2C, en fait. C'est beaucoup des gens qui regardaient où j'achète ma maison, par rapport à mon travail, etc. Et pendant 1 an, il s'est un peu cherché. Il n'a pas vraiment trouvé de modèle. Au bout d'1 an, il a switché pour aller vers plus du B2B, donc des études locales de marché en particulier. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je l'ai rencontré. Via un incubateur, en fait. Ah d'accord, ok. Et en fait, l'idée, au départ, c'était juste des études locales de marché, en fait, qu'on a élargi après avec d'autres cas d'usage. Donc, à l'origine, en fait, c'est un peu... c'est un peu un hasard, finalement, qu'on s'est retrouvé. Oui, alors en même temps, ce que je vais te dire, ça me semble pas être trop un hasard non plus. Qu'est-ce que tu faisais dans cet incubateur ? Parce que moi, j'ai vu que tu étais acheteur avant. Donc, Oui, alors en fait, mais juste avant ça, mon expérience précédente, j'étais également associé dans une start-up. D'accord. Justement sur un modèle différent et qui m'a justement beaucoup inspiré, à la fois inspiré et pas du tout, fait certains aspects que je n'ai pas du tout gardé, mais d'un point de vue RH qui m'a beaucoup inspiré pour ce qu'on a fait ici, notamment sur la transparence des salaires par exemple, et sur un certain nombre de choses qu'on a mis en place chez Smapen, viennent de ma boîte précédente et en particulier d'un des associés que j'avais, qui était très branché entreprise libérée, etc., qui lui a apporté ces éléments-là que moi je n'avais pas et que j'ai adoré. Il y a des éléments que j'ai adorés, même si on n'a pas tout gardé. Et c'est essentiellement ça qui m'a inspiré. Et il y a eu d'autres apprentissages. On avait levé des fonds. C'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui et qu'on ne fera pas, je pense. Dans l'autre start-up. Dans l'autre start-up, on avait levé des fonds, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, il y a des choses et juste en termes de... qu'on voit en comparaison, il y avait plus de monde dans l'autre start-up ou...
Dans l'autre startup, on avait levé un peu plus d'1 million. On était monté jusqu'à une quinzaine de personnes. Ouais, euh, et on l'a craché, tout simplement. Enfin, voilà, d'accord. ça ne nous a pas empêché de couler. Euh, C'est une période de... Enfin, c'est une expérience de combien de temps, ça? un peu plus de 3 ans et demi. Ok. Super expérience. Enfin, beaucoup d'apprentissage. Mais donc, en fait, tu as toujours été entrepreneur? Non, 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 ça c'était la boîte juste avant. Et après, avant, j'étais salarié, effectivement. D'accord, Et ok. là, j'étais en ESN, donc entreprise de services numériques, donc société d'ingénierie, où là, effectivement, j'étais plus manager commercial. Ok. Et cette boîte que tu as lancée avec l'associé, ça faisait quoi? Alors, c'était très technique. Là, c'était de la simulation en électronique assez pointue, donc plutôt à destination de grands comptes, des Thales, des Valeo, Ok. etc. Donc, c'était très, très tech, quoi. Ouais. Ouais, bah, très électronique, quoi. Là. Oui, ouais, ouais. Et donc, et ensuite, tu as rencontré, d'accord, ton associé et tu t'es lancé. Ok. Et alors, raconte-nous un peu les premiers jours, enfin, je sais pas, un peu de SmapUn, comment ça s'est dessiné, parce que moi aussi, j'ai une start-up et j'ai envie de dire que bah, on est plus obsédé par la croissance au démarrage que par l'organisation d'un travail, tu vois, ou comment faire favoriser le bien-être au travail pour ses collaborateurs. Donc, comment ça t'est venu? Quelles ont été les premières briques? Et pourquoi tu as cette vision-là dès le démarrage aussi? Enfin, tu nous parles de ton ancien associé, mais enfin, voilà, que tu nous expliques un peu ta vision, toi, du chef d'entreprise de demain. Tu sais, on parle beaucoup de Alors, nouveau leadership. déjà, c'est une co-construction à la fois avec Dan, donc mon associé, et aussi avec les premiers salariés. Je pense que ça a joué. Après, moi, ça vient aussi de mon envie. Le fait d'être entrepreneur, d'avoir ma boîte, c'est aussi pour me construire. L'objectif, c'est de construire un environnement de travail hyper agréable, en fait, avec des gens qu'on aime bien et qu'on passe des bons moments. Ça part de ça. Et du coup, de ça découle un petit peu le reste, c'est-à-dire que j'ai envie que les gens qui rejoignent l'entreprise partagent un peu cette vision aussi, et du coup, voilà, le même niveau d'information, la transparence, mais c'est lié aussi à d'autres valeurs qui sont la responsabilité. Difficile de responsabiliser les gens s'ils n'ont pas toutes les informations pour prendre les bonnes décisions, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble qu'on a co-construit à deux avec Dan. Euh, donc moi, j'ai apporté mes briques qui me venaient de ma boîte d'avant. Ouais. Lui, il avait sa vision aussi et ça matchait super bien. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est associés, justement, parce qu'on avait la même vision. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager un peu la trajectoire, du coup, depuis 2018, ce que vous avez, parce que moi j'ai vu que vous étiez aussi maintenant à l'international, que Ouais. ça n'a pas été simple toujours, même en termes d'effectifs, tu vois, de moments un peu marquants, pour qu'on comprenne bien en fait où vous en êtes aujourd'hui. Alors, on va dire 2018-2019, c'était Dan en solo, où il cherchait justement le Ouais. modèle, quoi faire, etc. Moi, je l'ai rencontré fin 2019. Début 2020, on a fait une analyse. Moi, j'ai fait une analyse pour voir sur quoi vraiment on allait précisément se positionner, enfin, travailler notre positionnement, la cible, etc. Juste au moment du Covid. Là, on a Oui, et choisi. d'ailleurs, on a oublié de préciser, pardon, hein, mais que vous êtes aussi à Toulouse. On est à Ce Toulouse. qui est un peu particulier, entre guillemets, parce qu'on en parlait juste avant, on a quand même l'écosystème startup qui est très parisien, donc vous êtes aussi peut-être moins avantagé ou pas, hein, mais parce que vous êtes un peu en dehors, on va dire, Alors ouais, l'écosystème startup, il y en a un quand même à Toulouse, mais il n'y a rien à voir avec Ouais. l'écosystème parisien. Donc c'est vrai que quand on a des boîtes, quelques boîtes avec lesquelles on peut échanger, partager, mais il n'y Et a en pas termes de la... recrutement, peut-être aussi, je sais pas. Et Il en y a termes de peut-être moins de recrutement, développeurs. c'est à la fois plus difficile et plus facile. En fait, c'est plus facile parce que aussi en termes de rémunération, enfin, on n'a pas les gros acteurs. Et surtout, il y a une époque, là, ça s'est un peu calmé quand même, hein. Ouais. Mais il y a eu une époque où en fait, l'aspiration, notamment sur les profils tech, était énorme et c'était très dur de rivaliser avec les grosses boîtes parisiennes. Mais du coup, à partir du moment où les gens veulent être en province, on a moins cette compétition sur les salaires, donc c'est quand même déjà plus abordable et plus facile. Hmm. Mais il y a la concurrence, entre guillemets, du remote aussi, Bah, c'est ça, ouais. ouais, qui joue un petit peu, qui facilite pas les choses. Parce qu'ils sont payés pareil. Mais à c'est aussi Toulouse. un avantage d'être en province sur certains profils, et il y a pas mal de gens qui veulent pas être à Paris non plus. Ok. Ok, donc on revient. Donc là, toi, Mm. t'arrives et bim, Covid. Bim, Covid, mais on avait choisi notre... Sur un truc de géolocalisation, quand même, c'est pas voilà, évident. ou des ouvertures de magasins, de Ouais. restaurants, de trucs, bon voilà. Où tout est à l'arrêt, quoi. Où on nous a d'ailleurs, enfin l'incubateur nous avait suggéré de tout stopper, de changer de positionnement et de prévoir un plan B, ce qu'on n'a pas fait, et on a bien fait. On a patienté, et quand ça s'est réouvert et que ça a redémarré, finalement, on a pu avancer. Mais après, d'un autre côté, on avait tellement peu de clients qu'on n'avait pas grand-chose à perdre pendant cette Ouais. période-là. On a beaucoup moins souffert que
que des gens qui étaient positionnés un peu sur le même type de produit, qui eux ont pris cher pendant Et au cette final, ça période-là. vous a permis de travailler sur le produit? Au final, ça nous a permis d'avancer, de travailler, de bien connaître, de bien échanger. Les gens étaient plus disponibles avec nos Mmh. clients et nos prospects. Donc on a, du coup vraiment focalisé sur la partie franchise, réseau. Et là, on a commencé, nos premiers recrutements, donc d'abord au marketing, ensuite customer success, développement, heu et on va dire, croissance essentiellement en France, mais assez rapidement assez internationale, parce qu'on avait 2 plateformes, une en français, une en anglais, sur le .com. D'accord. On était assez bien référencés. Donc on a toujours eu un petit peu d'international qui rentrait de manière, Et comment naturelle. tu fais pour adresser justement, 2 pays? Enfin, c'est quand même, enfin, je veux dire, alors j'imagine que tu aspires des données quelque part et qu'en fait, il faut, c'est peut-être de la data visualisation ou Alors la donnée, on utilise essentiellement de l'open data, donc c'est la donnée qui est disponible. En France, on a l'INSEE qui publie, ouais, les données de recensement, donc on a énormément de données de population, ou des données entreprises. Aux États-Unis, c'est le Census Bureau. En UK, c'est l'Office of National Statistics. Enfin, la plupart des pays ont des données de recensement qui sont en open data, donc on d'accord. Et exploite toi, ces la données-là, ouais. valeur ajoutée, c'est de pouvoir visualiser, de pouvoir jouer avec les chiffres, j'imagine Notre ou? valeur ajoutée, c'est de savoir agréger, et mettre en visuel et de manière extrêmement lisible et synthétique l'ensemble de ces données, ce qui peut être assez complexe. D'accord, et c'est pas, dangereux d'être dépendant à ce moment-là d'un seul, acteur? Enfin, je sais pas, je me dis si, l'INSEE un jour il dit, «Stop». Ouais, oui, il y a toujours un risque, mais honnêtement, c'est pas la direction. Au contraire, l'open data, c'est vraiment démocratisé entre 2010 et 2020, avec notamment, pendant ces années-là, l'ouverture de la base Sirène avec toutes les bases de données d'entreprise. Donc, Ouais, le sens de l'histoire, c'est c'est plutôt plutôt l'inverse. Ouais, l'inverse, c'est plutôt ouais. l'inverse. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux juste nous partager l'expérience d'un client? Enfin, comment ça marche, pour, acheter chez SMAPN? Enfin, c'est quoi votre, tu vois, votre, expérience, Alors, on est en freemium. Tu vois, est-ce que tout le monde peut le faire? En fait, c'était un peu ma question, tu vois? Quel type de boîte? Moi, je réfléchis à ouvrir tu vois, un café shop, un coffee Ouais. shop. Est-ce que je passe par enfin, comment ça marche? Comment ça marche? On est un freemium, donc déjà, il y a une partie qui est gratuite et faut imaginer qu'il y a aux alentours de 80 000 visiteurs sur le site par mois qui utilisent D'accord. l'application pour des cas d'usage souvent personnels. Où est-ce que je pars ce week-end? Enfin voilà, ce genre de choses. Où est-ce qu'il y a Mais des pourquoi écoles est-ce qu'ils vont autour, aller sur etc. votre appli pour un cas d'usage personnel? Le cas d'usage typique, c'est monsieur travaille ici, madame travaille là, à 20 minutes en temps de trajet, où est-ce qu'il faut qu'on achète notre maison? Et Ah ensuite, à cet endroit-là, on d'accord, peut regarder est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des commerces, est-ce qu'il y a des restaurants, est-ce qu'il pas y a, mal pour les couples etc. divorcés, ça peut être un use case, Moins fréquent celui-là, mais, D'accord, je comprenais pas en fait, c'est parce que vous intégrez aussi, oui, la distance, en fait, l'idée, c'est qu'on va dessiner des zones de types différents, mais notamment, ce qui est beaucoup utilisé, c'est les zones en temps de trajet, donc à pied, en voiture, en vélo. Et à l'intérieur de cette zone, on va sortir de la data. Ah d'accord, d'où le cas d'usage des livreurs. Exactement. OK, Exactement, donc tu ouais. Pour proposes qu'ils le puissent voir meilleur, leur rayon d'intervention à 30 minutes en vélo au maximum, où est-ce que je peux livrer, et ça représente combien de maisons, combien de d'accord. ménages, C'est marrant etc. parce que moi, quand je lisais, j'avais l'impression que c'était aussi vachement le côté, j'ai intérêt à mettre mon coffee shop à ce moment-là parce que je sais qu'il y a, je sais pas moi, un cinéma à côté ou tel truc et je Oui, c'est sais ça qu'il y a aussi, ouais. une forte densité à ce moment-là. Ouais, il y a aussi, C'est ça aussi, en fait, c'est à la fois des données sociodémographiques, mais des données de ce qu'on appelle le point d'intérêt. Donc, c'est les autres commerces, les entreprises, par exemple, les restaurants, typiquement, ils vont OK. regarder combien j'ai d'entreprises autour pour le midi, quoi. D'accord, donc tu as le modèle freemium où On a là, le modèle freemium, tout le voilà, monde où on s'amuse un peut peu. s'amuser, tracer des zones, on peut faire deux, trois trucs. Et après, typiquement, effectivement, et là, ça va du simple commerçant qui ouvre sa boulangerie, son resto, etc., qui va prendre un abonnement. Donc, c'est de l'abonnement mensuel sans engagement. Donc, en général, lui, il va prendre un mois, il fait son Oui, c'est ce que étude, j'allais dire, c'est comment tu il fais fait pour son avoir de la dossier. récurrence? Parce que moi, j'ai qu'un projet généralement, enfin, je vais pas en Et avoir ben, 15 en pour même avoir de la temps. récurrence, justement, on va cibler les entreprises qui auront de la récurrence, typiquement les franchiseurs ou les réseaux. C'est les D'accord, gens qui ouvrent sans arrêt en fait, des nouvelles implantations. Donc, eux, ils en ont besoin de OK, manière récurrente. Ouais. et les livreurs, pareil, j'imagine, Et certaines boîtes qui font de la livraison, effectivement, oui. Oui. OK, donc vos plus grands clients aujourd'hui, c'est plutôt ça, des réseaux, franchisés et C'est cetera? plutôt des réseaux, des franchiseurs. Ouais. Voilà. OK, et en général, il reste combien de temps, vos clients en moyenne, en abonnement? Alors, on a différentes typologies. On a les one-shots, c'est les artisans Ouais, commerçants, ils s'abonnent un mois, ils disparaissent, on les revoit plus. À l'opposé, on a les réseaux qui se développent de manière très régulière. Donc, eux, ils sont abonnés en permanence. Enfin, voilà, on en a, ils sont là depuis quasiment depuis le début, quoi, hein, depuis 2020, des gens mmh, qui sont encore abonnés. Et au milieu, on a des réseaux qui se développent, mais à une vitesse modérée, on va dire, donc qui s'abonnent, qui se désabonnent, qui s'abonnent, mmh, qui se désabonnent, etc. et juste, que je comprenne le prix d'un abonnement, c'est combien exactement? C'est 200 €. D'accord, par mois. Ouais.
OK. Et donc justement, ça m'intéresse parce que je parlais chiffres, parce que donc ce que j'ai cru percevoir, c'est que la levée de fonds, de la première boîte, ça t'a un peu vacciné et que tu as pas eu envie de faire ça avec la deuxième. Ouais. Tu peux nous expliquer pourquoi? Pourquoi? Alors il y a plein de il y a plein de raisons, en fait. Il y a plein de raisons. Bon, la première qui est évidente, c'est que, bah, on perd une partie de la maîtrise de la boîte, très clairement. Même si, c'était le cas sur la première boîte, on reste, majoritaire dans la boîte. Mmh. En fait, quand on est investisseurs, ils pèsent, heu et Vous étiez avec des, VC, donc des venture capitalistes ou des, fonds liés à des grosses entreprises, tu vois, corporate, c'est VC. VC, ouais. Ouais et c'est assez dur de pas les écouter quand même. Voilà. Ouais. Et du coup, bon, bah, du coup, déjà, des fois, les conseils sont pas toujours bons non plus. Ça, c'est la première chose, garder la maîtrise. Après, un deuxième truc que j'ai vraiment constaté, c'est plus on a enfin, l'argent, je vais être un peu abrupt, mais ça rend con. Quand on a de l'argent, on fait n'importe quoi. C'est facile de dire, je remets sur du Google Ads ou, je vais pas assez vite, je vais recruter des développeurs ou je vais faire de la presta ou et cetera et en fait, on n'est pas du tout efficient quand on a de l'argent. Mmh. Et quand on n'en a pas, au contraire, on est obligé d'être très malin et de trouver des solutions hyper efficientes. Et est-ce que l'objectif est le même finalement, parce que quand tu lèves, tu as une besoin d'une croissance très rapide Oui. et finalement quand tu lèves pas, bah, tu es plus dans une optique, long-termiste, je sais pas? Oui, il y a ça aussi, c'est que quand on lève, on s'engage à avoir une croissance, super forte, quoi, en fait. Et là, nous, les engagements qu'on a, c'est juste vis-à-vis de nous-mêmes. La pression, c'est celle qu'on veut bien se mettre. Mmh. Heu et on n'a pas la pression non plus. Quand on lève des fonds, par définition, c'est qu'on dépense plus que ce qu'on gagne, sinon on n'a pas besoin de lever de fonds, en fait. Ouais. Et donc on a une courbe de trésorerie qui descend et qui, à un moment donné, touche le zéro dans le prévisionnel, c'est le time to be dead. Quand on est ce qu'on appelle bootstrappé comme nous, c'est-à-dire autofinancé, la courbe de trésor, elle monte. Ouais, absolument, Il y ouais. a pas de time to be dead, en fait, on dort Ouais, tu peux bien. pas avoir des charges supérieures, Non, on dort et super bien. est-ce que tu penses que c'est compatible de lever des fonds, finalement, d'avoir des VC à bord et de créer une culture justement d'entreprise assez bienveillante, humaniste? Nous, on l'a fait, c'était le cas dans la boîte précédente. Heu, Après, je sais pas s'ils avaient bien conscience justement de la manière dont on fonctionnait vraiment en interne et je pense qu'ils s'étaient pas trop penchés sur le sujet. Je sais qu'il y a des boîtes pour lesquelles c'est pas évident quand on a des VC, on a moins les mains libres quand même, sur ces on peut avoir un peu moins les mains libres sur ces aspects-là. Mais là, enfin en tout cas nous de notre côté, c'est vrai qu'on a une liberté totale là-dessus. Une liberté aussi de communiquer sur ce qu'on fait, et c'est vrai quand on a des VC derrière, on avait dans ma boîte précédente certains fonctionnements, les investisseurs n'étaient pas forcément au courant de tout le fonctionnement sur tous ces aspects entreprises libérées et cetera. Est-ce que tu penses que s'ils l'avaient su, Je pense que ça aurait pu poser des questions, ouais, des fois, ouais, ouais. Ouais. pas trop le délire, de la Ouais. maison? Ouais, ouais. Et est-ce que tu peux nous partager un peu, bah, justement les étapes, tu vois, comment ça s'est construit cette culture un peu, «particulière» entre guillemets et pourquoi vous l'avez faite et ouais, voilà, les grandes étapes un peu et ça commence, je pense aussi avec les recrutements, j'imagine? En fait, c'est ça. Le point de départ, c'est le Ouais. recrutement, parce qu'au début, on est 2, la transparence, je dirais, il y a Ouais, pas de c'est sujet ou alors il y a un problème, quoi. Mais c'est au premier recrutement qu'on pose les bases, en fait et heu et moi, j'ai expliqué à Dan comment on fonctionnait, en fait, dans la boîte d'avant et je lui ai proposé d'en prendre une bonne partie des éléments, finalement, parce que j'ai trouvé que c'était bien, même si on a fait pas mal de modifications, enfin, on fonctionne pas de la même manière. mmh. Heu il a complètement accroché, en fait, avec le sujet, parce que lui aussi, il avait cette vision où il venait aussi d'une grosse boîte, il avait cette vision où il voulait pas, éviter de la politique, des non-dits, que ça soit clair, transparent, enfin et et en fait, dans nos valeurs, il y a la transparence des salaires, mais c'est plus large que ça, c'est la transparence au global, en fait. Du coup, on est transparent vraiment sur l'ensemble des éléments de la Mmh. boîte et pas uniquement, sur les salaires. Tu penses que la politique, elle est créée parce qu'il y a un manque de transparence? Notamment, ouais. Oui, oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on n'a pas toutes les informations, c'est l'imagination qui prend la Mmh. suite et ça peut partir dans tous les sens. Ça peut partir dans tous les sens. Donc quand, je pense quand on met tout sur la table, il y a beaucoup moins de questions, quoi. Enfin, Ouais, ouais. Et alors dans ton recrutement, comment tu fais donc pour identifier «ces bonnes personnes» entre guillemets? C'est quoi tes critères? Et en fait aussi ce qui est compliqué je trouve quand on est autofinancé, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens non plus d'avoir qui on veut entre guillemets, tu vois? Je sais pas. oui, alors
Après, c'est toujours une question de. On a les moyens, mais on ne va pas à la même vitesse. On ne va peut-être pas recruter autant. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on recrute vraiment au niveau du marché, Mais clairement. genre, vous avez choisi de prendre des seniors, tu vois? Enfin, c'est un peu Oui. ma question, ouais. Tu vois, parce que souvent, au début, on on est qu'avec des jeunes parce qu'on n'a pas Bah, pas on trop de a moyens, quoi. choisi de pas recruter pour recruter et vraiment et de recruter que quand c'est nécessaire et vraiment les profils qu'on voulait. Donc, oui, notamment sur les profils tech, ça a été de prendre des seniors dès le départ. Pour nous, Mmh. c'était clair et clairement, on n'a pas regretté, même si on a intégré aussi, du coup, depuis des gens un peu plus juniors. Euh, Être bootstrappé, ça ne veut pas forcément dire pas avoir les moyens, ça veut dire être plus, on va dire, je sais pas comment le dire, plus frugal, quoi. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas investir, en fait. Au contraire, on génère de l'argent quand même. Nos clients nous permettent quand même de générer du chiffre d'affaires et donc d'avoir du cash. Donc on a quand même des moyens. Euh, et on essaie de les dépenser intelligemment, quoi. Et intelligemment, ça peut être des fois de dire, bah, on recrute moins, mais par contre, on prend des seniors. OK. Et alors, du coup, comment vous avez structuré la boîte? Donc, tu me dis que dès le départ, vous êtes plutôt en phase sur ce que vous avez envie de construire à 2. Ouais. Mais donc, ça veut dire quoi? Vous avez mis en place des process, vous avez mis en place je sais pas, un manifesto, vous avez déjà enfin, dès le départ, vous étiez, en mode: «Bah, nous, on fera pas d'entretien d'évaluation» ou alors «On fera sur tel critère». Enfin, tu vois, c'est quoi Alors non, un peu les ça s'est construit dans une deuxième étape avec justement les premiers ouais. salariés. Nous, ce qu'on a construit au départ, c'est juste, en fait, on construit au fur et à mesure de quoi on a besoin. On a besoin de Ouais. recruter, on fait un petit process de recrutement parce qu'on a besoin de Mmh. recruter. Et puis tant qu'on n'a pas besoin d'augmenter, on se pose pas la question, on verra plus tard en fait. On le fait au fil de l'eau. Mais quand est venue effectivement la question, une fois que les premiers salariés sont arrivés, on s'est dit voilà comment on va faire l'évolution et on l'a co-construit avec les premiers salariés. Ah d'accord, donc Euh, vous avez travaillé avec eux ouais. pour réfléchir à comment on fait les augmentations? Exactement. Et on a testé, d'ailleurs, on a eu on a des choses qu'on a testées, qu'on a fait évoluer parce que ça marchait pas si bien que ça, au début. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui s'est vraiment stabilisé, même depuis 2-3 ans, sur la partie notamment gestion des augmentations, enfin recrutement et gestion des augmentations. D'accord. Ça s'est stabilisé, ça bouge plus trop là. Et tu peux Ça nous marche bien. partager justement ce que vous avez testé qui n'a pas marché, enfin, Ouais. sur lequel vous avez itéré? Alors, ce qu'on a, alors peut-être je vais expliquer comment on fonctionne Ouais, aujourd'hui et ce qu'on avait testé qui avait absolument. moins bien marché. Sur la partie, donc si je reprends le début, la partie recrutement, donc une personne qu'on va recruter au moment de la proposition, si c'est quelqu'un qu'on va recruter, on va lui faire une proposition qu'on va co-construire avec à la fois, avec les personnes qui ont participé au process de recrutement et éventuellement aussi les gens de l'équipe. C'est-à-dire si on recrute un tech, c'est les gens de l'équipe tech qui vont réfléchir ensemble à la proposition qu'ils vont faire et les gens qui ont participé au process qui vont faire. Et on s'appuie toujours sur 2 éléments pour la rémunération. C'est le marché. Et pour ça, on regarde les annonces, les entretiens et on a un abonnement à Figures. J'imagine que tu connais, qui nous permet Mmh. d'avoir une certaine visibilité. C'est un Ça nous aide logiciel beaucoup. donc qui permet de voir les salaires, enfin de faire des comparatifs et Exactement, de qui met gérer, en j'imagine, commun, la en fait, qui met transparence. en commun tous ceux qui Ouais. sont abonnés, les données de tous ceux qui sont abonnés. Donc on se base là-dessus. Et le deuxième élément, c'est les rémunérations de la boîte. Il faut qu'on soit cohérent avec l'ensemble des rémunérations de l'entreprise. Donc il se base là-dessus, il construit une proposition et le candidat, on lui envoie cette proposition et on lui envoie également un fichier avec la liste de l'ensemble des salaires de tous les salariés de la boîte. D'accord, donc au moment du Les recrutement. candidats, tes candidats, Tes candidats, tu vois tu vois la déjà, rémunération de tout le monde. Et on te dit, voilà, nous on te propose tant. Regarde si ça te paraît cohérent vis-à-vis des autres OK. rémunérations dans la boîte, avec les profils LinkedIn de des personnes concernées, etc., quoi. Donc ça veut dire qu'ils sont OK aussi, hein? Ça veut dire que oui, mais ça Ouais. fait partie Ouais, ouais. Voilà, ça fait partie. Alors, quand les gens, nous, rentrent chez nous, ils signent le contrat, ils signent également un document qui dit j'accepte Mmh. que, effectivement, une partie de mes données personnelles soit partagée dans la boîte. Et c'est vrai qu'on le voit dans le documentaire, sur France 2 où on a, chaque collaborateur qui montre avec Alors, une feuille ils de nous ont son poussé salaire. ils nous Non ont mais poussé un peu plus loin parce bah, que au moins nous, c'est imagé. voilà, c'est ça. Mais après, nous, la transparence, elle est dans la boîte, elle n'est pas à l'extérieur. Là, ils nous ont poussé un petit Ouais, peu. ouais. Mais L'ensemble de l'équipe c'était a joué, bien, l'ensemble de l'équipe a joué le jeu, ouais. c'était marquant. Mais la transparence, pour nous, c'est pas forcément une transparence à l'extérieur de la boîte, c'est une transparence à l'intérieur de Ouais, la bien boîte. sûr. Ouais, non, mais je comprends, mais c'est vrai que dans le documentaire, ça permettait au Ça moins permet de d'être marquer les très esprits. Voilà, illustré, ça permet tu de vois? marquer les esprits. Ouais. Donc le candidat voit, et je trouve que ça donne une image. Bon, déjà, on dit qu'on est transparent et ça prouve, ça Ouais, prouve c'est le cas, que ouais. c'est pas bidon.
déjà. Oui, Et ce que tu veux dire, c'est que déjà en termes de valeur, vous amenez une preuve, quoi. en fait, voilà, et je pense que les valeurs, enfin, Mmh. c'est un autre sujet, mais les valeurs, c'est bien d'en parler, mais on doit les ressentir même dans le process de recrutement. Ouais. On doit concrètement voir les valeurs, quoi. Donc la transparence, là, elle apparaît clairement. Et, euh, et ça permet aussi enfin, voilà, je pense, d'arriver en étant rassuré. Je suis au bon niveau, c'est cohérent. Et en fait, c'est quasiment jamais, enfin, ça arrive quasiment jamais que les gens disent ah non, ça va pas du tout. Enfin, en général, Mmh. c'est toujours très cohérent et Bah, ça se ça passe paraît super bien, assez quoi. juste au final si c'est calqué sur le marché et qu'effectivement on voit qu'il y a pas de disparité, avec des collègues. C'est Parce tes que c'est pairs ça aussi qui qui le. voilà, ouais, c'est ça qui crée de la frustration. Donc j'entends aussi que quand on dit calqué sur le marché, c'est que ça prend en compte l'expérience. Oui, Donc un petit jeune enfin, même si c'est aussi une question de «tendance» entre guillemets, enfin un expert IA en ce moment, il va, c'est voilà, effectivement, ouais, il mais c'est le coûte plus marché. cher quoi. C'est le marché. Ouais, Ouais. c'est le marché. Donc ça, c'est au recrutement. Et après, en termes d'évolution, en fait, on fait donc tous les ans un bilan annuel. Donc c'est assez classique. La manière dont on le fait est peut-être un peu moins classique. Euh, En fait, le bilan, il est fait avec 3 personnes. Donc il y a un des 2 cofondateurs, quelqu'un de la même équipe. Souvent, c'est le lead de l'équipe s'il y a un lead dans l'équipe, et quelqu'un d'une autre équipe. D'accord. Il y a 3 personnes et on fait le bilan annuel avec ces 3 personnes. Plus, on demande des feedbacks. Donc, c'est en interne, sur le channel, sur Slack, en interne. J'ai mon bilan annuel, envoyez-moi vos feedbacks. Donc, tout le monde peut envoyer tiens, cette année, il y a ceci qui était bien, ou j'ai bien aimé ça, ou etc. Euh, et, et ensuite, c'est ces 3 personnes-là qui vont décider du nouveau niveau de rémunération du salarié. D'accord. Alors donc la question que j'ai juste, donc quand c'est le collaborateur qui récupère les feedbacks sur lui ou c'est, Ouais, lui, il récupère les feedbacks de l'ensemble ouais, sur l'ensemble de la boîte. Et après, les 3 personnes aussi font leur feedback et on échange OK. autour de ça, quoi. Parce qu'on va avoir tendance à donner que des feedbacks sympas, quoi, Il y a si beaucoup de feedback très sympa quand même, c'est ouais. clair. Mais c'est pas grave, ça fait toujours. Ouais. Il y a aussi beaucoup de feedback sympa parce que les gens de l'équipe sont très bons et sont très bien, clairement. Mais en général, effectivement, dans ces feedbacks, il y a beaucoup de feedback sympa. Et après, sur les 3, on va rentrer peut-être sur. Il peut y avoir des points, des axes d'amélioration. Et c'est important aussi de savoir, justement, ça fait partie de la culture de Mmh. la boîte, d'être capable de faire des feedbacks. Ils ne sont pas que des feedbacks positifs, parce que sinon, enfin, voilà, si on veut progresser, à un moment donné, il faut aussi donner des pistes, quoi. Il faut Et aussi donner des pistes. donc là, j'entends que finalement ma rémunération de l'année prochaine, elle va aussi être, elle va être, liée à tous ces retours donc de mes collègues et de mon supérieur, on va dire. Et j'imagine que ça intègre un peu la performance? Oui, Qu'est-ce que vous ça intègre faites, aussi la performance. Ouais, qu'est-ce ouais. que vous faites, en termes de suivi de performance justement, et quels sont les critères, Alors, ça généraux? dépend des métiers. Ouais. Ça dépend des métiers. Il y a des métiers où c'est facile parce que c'est très mesurable. Vous faites des OKR, c'est ça? Ou des Ouais, choses on comme a des, ça oui, ou? on a des KPIs et tout ça. Donc, il y a des Ouais. métiers où c'est très mesurable. Il y a des métiers où c'est plus compliqué. Le développement en particulier, c'est compliqué. Donc là, on s'appuie beaucoup justement sur les Ouais, retours des pairs dans l'équipe. mais est-ce que vous intégrez par exemple des liens avec du comportemental, de la culture en fait? Oui. Là, dans les points d'évaluation, en fait, il y a les KPIs, la fiche de poste, donc on voit si c'est conforme avec l'ensemble des Ouais, attendus de la fiche de poste, et la partie valeur. Donc on OK. valide toujours que la partie valeur, on est en phase. Et l'intérêt d'avoir ces 3 personnes différentes aussi, c'est déjà, on ne sait pas à l'avance avec qui forcément on va faire le bilan annuel. C'est pas juste mon chef, parce que ça c'est le classique quand même la plupart des boîtes. Mmh. Donc il suffit pas que je montre à mon chef que tout va bien et que je donne une image. Il faut aussi que je sache collaborer avec les autres équipes, parce que les feedbacks des autres équipes et des gens de mon équipe sont aussi super importants, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc là, imaginons, donc moi j'ai surperformé, hein, on Mm. m'a fait que des super feedbacks, donc j'ai une belle augmentation. Donc là, c'est quoi dans un logiciel interne, tout le monde voit que j'ai eu une augmentation? C'est même plus brut que ça. À chaque fois, enfin, quand il y a une augmentation, parce que c'est systématique tous les ans, on envoie un message sur Slack, sur Général, sur l'ensemble des salariés en disant un tel passe à telle rémunération. D'accord, Avec des petites paillettes, on est content et tout le monde fait youpi. Et voilà. OK. Et du coup, On tu l'annonce, as quoi. C'est une bonne nouvelle. C'est une ouais, bonne nouvelle pour tout le monde, en fait, quoi. ouais, ouais, c'est une bonne nouvelle, sauf si je suis pas dedans, quoi. C'est pas dans, c'est-à-dire. Si je suis pas dans les nominés, Non, mais c'est après ton bilan annuel. De toute façon, nous, t'es augmenté. C'est juste le montant qui est Ah, défini dans tous les cas, par. je suis Dans tous les augmentée? cas, t'es augmenté. Ah d'accord, OK. Ouais. C'est super ça, Bah comment vous ouais. faites, Vous vous augmentez de base pour mettre, Enfin, on est parti du principe. ça c'est une Qui petite peut info être un importante peu quand raide. même, Non, on est parti du principe qui est peut-être une approche un peu raide, mais voilà. C'est si t'es bon, t'es dans l'équipe et forcément tu vas t'augmenter parce que t'es bon. Mais si à un moment donné t'es pas bon, tu resteras pas.
D'accord. C'est un peu raide, mais c'est ça, c'est comme OK, ça qu'on fonctionne. donc c'est assez radical, mais c'est intéressant Mmh. et quand on parle d'augmentation, vous arrivez à faire des gros pourcentages ou c'est toujours C'est costaud, ouais. tu peux me donner un La chiffre? moyenne, c'est 10 par an. D'accord. Ouais, c'est Costaud, ouais, c'est costaud. Aussi parce qu'on a, intégré enfin, il y a eu quelques personnes enfin sur les pourcentages, il y a quand même des jeunes sur certains métiers, qui sont plus en début de carrière et donc du coup avec des augmentations qui vont un peu plus vite. mmh. Il y a, et globalement des gens qui bossent super bien, qui performent bien, qu'on a envie de récompenser donc voilà. C'est vrai que ça implique, des niveaux de rémunération et d'augmentation qui sont assez élevés. Ouais, ça implique derrière du coup d'avoir aussi une belle croissance, en Ouais, continu? ouais, OK. mais ce qui est notre cas, donc on va dire dans un cercle Justement, en fait, vertueux, c'est vrai j'étais un peu, cassée dans dans l'explication sur l'expansion aux États-Unis. Mmh. Comment vous avez fait, enfin, pour arriver sur ce marché-là? Enfin, c'est juste ça m'intéresse, en fait, Alors essentiellement, parce que je voyais, c'est 50 de votre chiffre d'affaires? alors les États-Unis, c'est un tiers. Ouais, c'est quand même beaucoup, 50 hein, c'est enfin, l'international. ah oui, parce que Ouais. tu es au Royaume-Uni aussi, c'est ça? Dans le Royaume-Uni et on démarre le Canada, OK. ouais. Ouais. Essentiellement, initialement, essentiellement via de l'inbound, c'est-à-dire de l'entrant, du référencement, SEO. On est un freemium, donc en fait, Oui, les gens peuvent vite, les tester, gens, testent, ils en parlent, le bouche à oreille et cetera si le produit est bon, ouais. et exactement, par contre, il faut que le produit soit excellent. Et dans un deuxième temps, après, on a rajouté un peu plus de couches de marketing et d'actions vraiment outbound. Donc, on est allé chercher des clients et l'étape suivante, c'est on a quelqu'un de l'équipe qui est parti aux États-Unis pour aller D'accord, développer là-bas. OK et justement, vous êtes combien là? Là, on est 22, on sera 23 la semaine prochaine. OK. Et donc la vision, c'est quoi? C'est de continuer à grossir ou? Pas spécialement. Honnêtement, nous, notre vision, c'est plus on est petit, mieux on se porte. Donc, on n'a pas spécialement envie de grossir. On recrute vraiment quand il y a besoin. Euh, je trouve que le nombre de salariés, c'est pas un indicateur de réussite. Mmh. Je l'ai vécu dans ma boîte d'avant, justement. Donc, essayons d'être le moins possible et le plus efficace possible. Euh, donc, enfin, le souhait, c'est surtout de grossir en termes de nombre de clients et notre indicateur principal, nous, qui est le MRR, donc le revenu mensuel récurrent. En effectif, pas forcément, mais mécaniquement, enfin, si on veut avancer, il faut qu'on recrute. OK. Donc déjà, donc tu nous as donné des clés sur, la partie transparence des salaires, Mm. donc merci pour ça. Tu nous avais parlé aussi de parfois des échecs, dans des choses que vous avez dû ajuster. Alors oui, typiquement au début sur les bilans annuels, on fonctionnait pas du tout comme ça. Le bilan Sur les quoi, annuel, pardon? sur le bilan annuel, Oui, le bilan on annuel, fonctionnait OK. pas comme ça. Ouais. Ouais, ouais. C'était uniquement justement avec les fondateurs. Et on trouvait que ça Plus fonctionnait, classique, ouais, ouais. plus classique. Et, euh, et ça fonctionnait pas bien. Il y avait ça. Et deux, en fait, l'augmentation était plus une discussion justement entre le salarié et les fondateurs. C'est-à-dire qu'on arrivait nous avec une proposition, le salarié se positionnait, et puis on discutait. Et on arrivait souvent dans des situations pas très agréables justement de marchand de tapis, Négo, enfin un peu quoi, de ouais, négo, quoi, et négociation, pas du tout agréable, ouais. ni pour une partie ni pour l'autre, où finalement ça se passe bien, parce qu'il y a une augmentation finale, mais personne n'est vraiment content, et c'est quand même super dommage. Donc on voulait éviter cet aspect négo, donner plus de légitimité aussi à la rémunération. Et du coup, on a trouvé que inclure d'autres personnes, ça donne beaucoup de légitimité à la proposition, parce que c'est pas juste les fondateurs qui décident, mais c'est aussi mes pairs, c'est mes collègues. Mmh. Et que moi aussi, en tant que salarié, je vais participer à définir la rémunération de mes collègues. Donc, je me mets à la même position et je Ouais, vois bien ce que c'est. sûr. Et je vois que c'est pas si simple que ça, en fait, une position qui est difficile. Le fait de s'y mettre aussi, du coup, on est beaucoup plus à l'écoute. Et franchement, ça se passe super bien depuis qu'on a mis ça en place. Moi, il y a assez peu on a assez peu de cas de cas compliqués à gérer, quoi. C'est Et assez justement, simple. il n'y a pas eu certaines personnes qui n'ont pas du tout pris, enfin, qui n'ont pas du tout adhéré à toutes ces initiatives autour de la transparence des salaires, des choses comme ça? Non, puis après, c'est quelque chose Parce que qu'on c'est pas annonce. évident quand même. Enfin, c'est surtout que c'est pas français. Non, puis Ouais. après, c'est quelque chose qu'on annonce Dès le départ. dès le Ouais. départ au recrutement. Donc, c'est partie du. Voilà, si tu viens chez nous, c'est en général les gens qui viennent, c'est même plutôt pour chercher ça, en fait. D'accord. Ça leur plaît, ouais. Ouais. C'est vraiment un atout au recrutement. Ouais, c'est intéressant. Et alors, est-ce que vous avez d'autres initiatives un peu innovantes, justement, comme ça? Alors, ça, c'est déjà C'est pas déjà mal. pas mal. Après,
Qu'est-ce qu'on a? On essaye vraiment d'avoir, dans notre culture, il y a un élément aussi qui est la partie, innovation et amélioration continue. Heu, donc on demande, et il y en a qui le font bien, d'autres équipes qui le font un peu moins bien, ça va assez bien, mais on demande, aux salariés, en fait, de se libérer 10% de leur temps en dehors de leur temps Tâches, de leurs tâches, on va dire, habituelles? standards, habituelles, pour faire, justement de l'innovation ou de l'amélioration continue. Donc, chez l'équipe des développeurs, par exemple, eux, ils ont fait le choix, ces 10%. Alors, au début, c'était, une journée, enfin c'est une demi-journée par semaine. Enfin bref, là, ils l'ont regroupé, ils font 2 jours ou 2 ou 3 jours d'un coup. C'est 2 jours, une fois par mois, un truc comme ça, 2 jours, une fois par mois. Pendant 2 jours, ils lâchent tout et ils testent des trucs, c'est eux qui choisissent les sujets, en fonction aussi de l'actualité de la boîte, et cetera. Et on a eu des belles innovations qui sont arrivées dans l'appli. Des fois, on a des trucs super rigolos avec de l'IA. Enfin, ils testent des trucs, ça part dans tous les sens, mais il y a des trucs très sympas. Mais pour d'autres métiers comme l'équipe Customer Success, bah, ils se posent régulièrement pour pour aller tester des nouveaux process, ou des automatisations ou ce genre de choses. Côté vente, on va tester des nouveaux outils ou des nouvelles approches, on va tester des vidéos, on va essayer de faire des trucs qu'on ne fait pas Mmh. d'habitude, en fait, et on va se laisser le temps de faire ce genre de choses. Ou ça peut être de la veille. Le marketing fait beaucoup de veille, donc c'est du temps pour regarder des podcasts, pour lire des articles, pour se renseigner. Donc ça, c'est voilà, en 10% du temps, qui est, en dehors de l'opérationnel, on va dire, pour se consacrer à ça. Ouais. Ouais, c'est super parce que ça comme tu dis, tu as raison, on prend jamais le temps, en fait. Ouais, c'est pas toujours, quand je dis voilà, ça va, C'est ça vient, il y a des fois, on le zappe un peu ce créneau, donc ouais. on essaye nous aussi enfin voilà, de faire attention à ce que effectivement les gens prennent le temps. C'est pas toujours évident, mais Ouais, j'imagine et justement, je me posais la question, quelle est votre politique un peu de télétravail? là-dessus, c'est là aussi, on responsabilise aussi, parce que là, la responsabilité fait vraiment partie de nos valeurs. On demande juste en fait, il y a des moments où il est recommandé d'être présent. C'est une fois par semaine, on a un weekly, donc un point hebdo. Il y a toute l'équipe. On favorise le présentiel. Donc, s'il n'y a pas le plombier qui passe ou je sais pas quoi, ou un colis à livrer, Mmh. essaye d'être là. Donc là, c'est une fois par semaine. Après, on a un point mensuel. Et là, c'est en présentiel obligatoire. Pour tout le monde, on a y compris des gens qui sont en full remote, qui sont en distanciel. Ils viennent tous les mois, 3 jours. Donc on prend en charge, enfin, le transport et l'hébergement. Et d'ailleurs, on en profite tous les mois, on fait un apéro. Donc SmapOn paye cette tournée tous les mois, on se fait une soirée, une fois par mois, quand il y a toute l'équipe qui est là, en fait, quoi. Parce que du coup, tu as beaucoup de personnes complètement, en On en a, télétravail? on en a eu un petit peu plus, là, on en a moins, là. Alors il y en a un, bah, qui est aux États-Unis, voilà, donc Ouais, lui, il revient pas tous les mois, par contre. Lui, il revient tous les 6 mois, parce qu'on a aussi des points semestriels. ouais, Et là, vraiment full remote, on n'a plus qu'une personne. Mais on a d'accord, été jusqu'à 3. OK Mais la et contrainte, c'est il faut être capable de venir 3 jours par mois. ouais, ça va, hein. Enfin, en fait, même, je me dis, du coup, sur tous les collaborateurs, c'est, 1 jour par et encore, Bah, même oui, oui, 1 jour par alors semaine, c'est quoi. la plupart viennent, 2-3 jours par semaine. Il y en a qui viennent tous les jours, il y en a qui viennent un jour par semaine. C'est assez variable, quoi. Mais parce que en fait, derrière tout ça, enfin, c'est ma question, c'était justement comment tu arrives à continuer à avoir un esprit d'équipe, tu vois? Effectivement, à avoir ces échanges, cette innovation, Il y a alors plusieurs choses. C'est bête, mais c'est parmi les trucs qu'on a mis en place qui a eu un impact assez fort, c'est les petits outils de bureau virtuel, là, un truc qui s'appelle, Gazer, il y en a d'autres, Work Adventure, et cetera, où c'est des petits bonhommes qui se baladent Ah oui, d'accord, on et voit, c'est qui est ouais, où, c'est hyper efficace. c'est un peu comme des Sims, c'est ça? C'est un peu ça, ouais, ouais. On On voit se balade, c'est des les petits bureaux, on se balade, collaborateurs? et quand on veut parler à quelqu'un, on se promène, on va le voir, et on lui parle directement. Il n'y a pas besoin de lancer une visio ou Ouais. un truc, on lui parle directement. On voit les gens qui sont en groupe qui discutent, on peut les rejoindre, et ça rend le truc hyper naturel. Même des Mmh. fois, on passe le matin pour dire bonjour, enfin le truc qu'on ne ferait pas, enfin voilà. Donc ça nous a vraiment changé la donne. On est tout le temps dessus, c'est vraiment notre outil, enfin voilà, tout le monde est tout le temps dessus. C'est marrant, c'est un peu votre Teams finalement, Ouais, c'est ça, ouais, ouais, mais ouais. qui permet de voir aussi quand une personne est dispo ou pas Dispo, pas finalement, dispo, ouais. exactement. Est-ce qu'ils sont en Plus que réunion? juste la petite pastille. Ouais, donc ça, franchement, ça aide énormément. 2, les apéros tous les mois, ouais, quand même. Mais de toute façon, la nourriture et l'alcool, Ouais, il y a pas photo, franchement, hein, ça marche super bien et on passe des super moments et ça aide Ouais. énormément.
Et après, effectivement, on fait aussi un séminaire par semestre. Donc, on a un séminaire d'hiver, un séminaire OK. d'été. Là, on se met off pendant 2 jours, en général dans un endroit hyper sympa. Et, Vous faites pas que travailler? et on fait pas que travailler, non. Il y a une journée en fait où on va essayer, on met en place des ateliers. Enfin, à la fois, on va réfléchir sur la période écoulée et puis préparer un peu la suite, et en même temps réfléchir sur les thématiques un peu plus transverses, justement, ça peut être sur l'organisation, ça peut être sur, enfin, voilà, sur les choses, Mmh. plus des thématiques d'entreprise. Il y a une journée, et encore, je veux dire, c'est une petite journée parce que souvent après, on a envie d'aller à la piscine ou d'aller faire autre chose. Donc voilà. Et la OK. deuxième journée, soit c'est une activité, soit en général, c'est même, on aime bien complètement off. Enfin, on est au bord de la piscine, on fait la pétanque, on joue à des jeux, on est content, quoi. OK, trop cool. Et est-ce que tu as d'autres initiatives qui deviennent comme ça aussi, tu vois, qui sont un peu différentes, peut-être un peu innovantes par rapport à ce qu'on connaît, dans les organisations classiques? Non, mais c'est déjà pas mal, je pense. Enfin, après, on va dire que c'est les principales, peut-être les plus marquantes. Ouais. Et tu as un peu un modèle d'entreprise, qui t'inspire, pour, justement, enrichir toutes ces idées-là? Alors, on a, enfin, ouais, j'ai quelques lectures qui nous ont inspiré. Une qui nous a beaucoup guidé quand même. Je t'en parlais tout à l'heure, c'est le bouquin du fondateur de Netflix? Netflix, No Rules Rules. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous ont parlé, qu'on a mis en place. Le fait notamment, enfin, le fait de responsabiliser. Il y a aussi des éléments sur la partie rémunération, Ouais. d'ailleurs, qui sont abordés dans ce bouquin, mais que pour responsabiliser, il faut qu'il y ait la transparence. En fait, le bouquin parle du fait que le fait de ne pas avoir de règles, c'est pas forcément adapté à toutes les entreprises. Ça dépend si tu es une boîte qui t'explique, si tu fais des avions, il vaut mieux avoir des règles et des process en place parce que voilà. C'est plus de la sûreté qu'il te faut. Par Ouais. contre, si c'est de la créativité qu'il te faut, là, il faut essayer de complètement briser les règles et les codes. Et c'est là que ça s'applique bien. Ça s'applique bien. Et nous, c'est vrai que c'est plutôt la créativité qu'on va aller chercher. On ne fait pas des avions. Donc, on s'est beaucoup inspiré de ça. Et la transparence est aussi liée à ça, dans le sens où si tu veux que les gens soient responsables et prennent les bonnes décisions, il faut leur donner les bonnes informations pour qu'ils Mmh. puissent prendre les bonnes décisions. Et est-ce qu'ils ont aussi accès donc, à je sais pas, à votre trésor, à votre Tout, chiffre d'affaires? Ouais, tout. Et vraiment le même niveau d'information que le que fondateur. vous? Même le pacte Ouais, d'actionnaires est disponible. Tout, d'accord. tout. Et parce qu'en fait, ce qui est vrai, enfin, parfois on peut se dire qu'on a envie de protéger, en fait, un peu ses collaborateurs pour qu'ils sachent pas que, bah, voilà, vous vous êtes fait lâcher par tel truc ou pour pas créer de la panique. Toi, tu penses qu'au contraire, il faut que tout le monde ait le même niveau d'info, tout le temps? Oui, oui, après j'ai entendu ouais, d'autres fondateurs qui ont une approche différente, de dire moi je dois avoir la banane tous les jours pour être Ouais. rassurant, pour que tout le monde ait la pêche. En fait, je pense il y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre, qu'il faut c'est trouver celui qui te correspond. Nous, celui qui nous correspond bien, c'est plutôt de partager nos difficultés aussi. Et puis des fois, en partageant nos difficultés, il y a des gens dans l'équipe qui ont des solutions aussi, ou qui ont des idées, Mmh. ou qui ont, euh, voilà. Et après, moi c'est mon caractère aussi, typiquement. J'aurais jamais voulu être fondateur seul, enfin avoir ma boîte tout seul. C'est pas possible. Et c'est un truc qu'on partage aussi avec Dan, c'est on est hyper content d'être deux. Il n'y a jamais un sujet sur lequel on est seul à prendre les décisions. C'est qu'à un moment donné, si tu as un doute, il y a au moins une personne, Mmh. ou on en parle à d'autres personnes de l'équipe. Même si toi, tu prends la décision, tu prends l'avis d'autres, tu as un regard extérieur et c'est hyper rassurant. Tu n'es pas tout seul à prendre la décision. Oui, et puis c'est vrai Donc, que c'est très donc, responsabilisant, oui, pour les effectivement, il y a collaborateurs. des fois où, quand on a des moins bonnes nouvelles, ou etc., ça peut générer de l'inquiétude. Mais après, ils nous connaissent aussi. On est surtout plus, on va dire, toujours très prudent dans nos prévisionnels, etc. Donc, en général, enfin, voilà, on va toujours annoncer des nouvelles un peu. C'est jamais catastrophique Ouais, d'un c'est coup, jamais quoi. catastrophique. Et même quand on dit que c'est pas des bonnes nouvelles, en général, on s'en sort bien derrière. Enfin, on est toujours très prudent, même si on a Ouais, enfin, voilà, une subvention, si on n'est pas sûr de l'avoir, elle n'est pas dans le prévisionnel, quoi. Enfin, voilà, tant qu'elle n'est OK. pas actée, ce genre de choses, quoi. On est Mais tu as dû hyper faire, par prudent. exemple, je sais pas moi, il y a parfois, dans la vie d'un dirigeant, il y a des prises de décision difficiles, comme par exemple licencier Ouais. quelqu'un, alors qu'on n'a pas forcément envie de le licencier, mais on n'a pas le choix. Mm. Enfin, comment tu gères ça, justement, dans un environnement de transparence absolue? Ben, on le gère de manière transparente. Bon, on Mmh. l'a fait, ça nous est arrivé, hein, de devoir de faire le choix de se séparer de certains collaborateurs. C'est pas évident. On l'a fait plutôt même mal au début, pour être honnête, parce que c'était les premières fois et qu'on savait pas bien le communiquer. Donc, on a fait un peu. Euh, on l'a mal communiqué, effectivement, mais on l'a toujours communiqué de manière Mmh. hyper transparente. Et finalement, euh,
ça s'est jamais vraiment, enfin, à partir du moment où on explique et où on est sincère, ça s'est jamais vraiment, mal passé, quoi, en fait. C'est marrant parce qu'en fait, parce que j'ai interviewé donc d'autres dirigeants qui, ont des approches innovantes comme la tienne et Mmh. très, humanistes, responsabilisantes. Généralement aussi, il y a, ce qu'ils mettent en place, c'est un peu des formations, tu vois, de facilitation, d'intelligence émotionnelle, des choses comme ça. Est-ce que vous, ça a été aussi, une initiative où en fait tout se fait organiquement? J'ai l'impression depuis le Ouais, pas du début. tout. On a eu Ouais, c'est pas aucune aide, aucune intervention extérieure sur les sujets RH. Peut-être que ça en aurait nécessité certaines fois parce qu'on n'est pas, enfin voilà, on n'est pas forcément excellent toujours sur ces parties-là, notamment sur la partie communication où, heu, ouais, on est 2 ingénieurs, des fois un peu, tu vois, un peu mmh. carré, un peu brutal, et notre communication, des fois, elle est un peu directe et pourrait mériter un peu plus de rondeur. Donc, oui, peut-être que ça nous serait, ça nous serait utile. Heu, mais bon, d'un autre côté, moi, j'ai l'impression que les gens commencent à nous connaître et savent comment ça fonctionne. Donc, mais oui, je pense, c'est pas encore trop un sujet. On est encore petit quand même. On est une Mmh. vingtaine, un peu plus d'une vingtaine, ça va encore. Mais on le sent, plus ça va, plus les sujets RH, enfin, humains en tout cas, remontent Ouais, clairement. bah, Donc, ça, ouais, à un moment donné, je pense qu'on saura plus faire, on atteindra nos limites, et probablement qu'on aura besoin d'aide, ouais, c'est oui, parce possible. que vous avez pas de RH? Non, non, pour 20 personnes, c'est pas. Et est-ce que vous proposez à vos collaborateurs, d'être actionnaires? Alors, on distribue en fait des BSPCE. BSPCE? Ouais, donc c'est pas l'actionnariat. On le met pas énormément en valeur, justement parce que c'est toujours pareil, on essaie d'être, très, prudent. Nous, on a voulu le mettre en place, non pas, comme beaucoup au recrutement ou et cetera, on le valorise pas du tout dans le package de rémunération. Pour nous, ça fait pas du tout partie de la rémunération. Surtout que L'idée c'est assez, indécis, quoi. Non, Enfin, je mais veux dire, franchement, en fait, en vrai, on n'en peut-être sait rien. est-ce que tu peux expliquer On n'en sait rien. rapidement Bah, ce qu'est un BSPCE? les BSPCE, en fait, c'est un bon de souscription. C'est en gros, on a le droit d'acheter, des actions à un certain montant, qui est en général, le prix de l'action au moment où on va émettre ces BSPCE. Et en fait, l'idée, c'est que, grosso modo, si jamais un jour on vend la boîte, les gens vont pouvoir actionner ça, c'est-à-dire acheter les actions à un prix d'il y a 5 ans, par exemple, et le revendre au prix, de cession de la boîte, et donc de faire directement une plus-value. Nous, on ne le valorise pas du tout comme une rémunération, parce que c'est absolument pas une rémunération. Enfin, clairement, ça vaut, en vrai, c'est complètement virtuel, ça vaut rien. Mmh. L'idée, c'est juste de se dire, si un jour, effectivement, on revend, qu'il y a une sortie, euh, on n'a pas envie de boire le champagne à deux, quoi. Voilà. On aimerait bien que ce soit la fête aussi pour les autres et que tout le monde puisse partager, ce succès-là, si c'est le Ouais. cas. C'est vraiment ça, l'idée principale, quoi. Moi, je trouvais ça sympa si jamais, effectivement, un jour, on fait une belle sortie, que tout le monde puisse en profiter, au plus OK. grand nombre. Et alors un peu la dernière question sur l'orga, parce que comme tu as cité, le livre de Netflix là, il parle pas mal des congés limités aussi. Ouais. Est-ce que vous avez mis ça en place aussi? Non, on l'a pas mis en place, ça. C'est une réflexion qu'on a eue, on s'est posé la question. Hem, de ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, pour que ça marche, il faut que les fondateurs jouent le jeu et soient exemplaires sur le sujet. Et je me sens pas du tout prêt, et Dan non plus, à être exemplaire sur le sujet. Quand je dis exemplaire, c'est-à-dire qu'il faut prendre des congés. Mmh. Il faut prendre, congés, et même il faut prendre au-delà, du coup, vu que c'est des congés limités. Il faut à minima prendre tous ces congés et peut-être même en prendre un peu plus pour montrer que, bah, Bah on oui, peut. qu'il y a un intérêt, Parce qu'à partir du moment où les fondateurs le font pas, bah, tout le monde va se dire, ouh là là, mais si je le fais, on va me regarder de travers, et cetera, quoi. mmh. Et moi, aujourd'hui, je suis pas prêt, je suis hyper impliqué, et je me vois difficilement aujourd'hui prendre encore plus de jours. Donc je pense que ça marcherait pas bien, quoi. Ce serait juste C'est une pression supplémentaire, peut-être. Enfin voilà, ce serait pas. c'est une belle leçon justement parce que ma prochaine question c'était, quels seraient tes conseils en fait, pour quelqu'un qui lance sa boîte ou même qui a sa boîte actuellement, qui a envie un peu de changer, les choses, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir un code du travail un peu rigide et aussi d'avoir été formé, sur un modèle d'organisation, je trouve complètement obsolète. Mais qu'est-ce que, justement, quels seraient tes conseils? Et en fait, je dis ça parce que pour moi, le conseil que tu viens de donner implicitement, c'est, ne fais pas un truc que tu peux pas respecter, quoi. Exactement. C'est, Ouais, ouais. Bah, conseil, c'est faire un truc qui a ton image, en fait. Je pense que c'est ça le mieux, en fait. Il y a pas, on en parlait tout à l'heure, le fondateur qui se dit, moi, il faut que j'arrive tous les jours avec la banane et que je donne la bonne image. Je pense que ça marche super bien, avec certaines équipes, et ça marche, mmh. bien pour lui parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Je pense que le plus important, c'est de construire quelque chose qui a ton image, quoi. Parce que sinon, enfin, à un moment donné, ça
ça va pas matcher, ça va pas marcher. Si je mets en place le truc des congés, on en parlait, et que je joue pas le jeu, ça marchera pas. Donc, Oui, alors il y a ça, mais après, tu vois, je me dis, est-ce qu'on doit pas un peu se challenger parfois parce que, tu vois, on parlait des effets, enfin des travers des systèmes enfin des organisations classiques avec la politique, avec, bah, de la frustration, enfin quand même en termes d'engagement, c'est pas génial, partout. mmh. Enfin, tu vois, est-ce qu'on doit pas, même si quelqu'un est pas hyper à l'aise avec la transparence des salaires, est-ce qu'il doit pas justement essayer de se former, de faire violence, enfin essayer de co-construire davantage, tu vois? Je sais pas. Heu, Moi, j'ai envie de dire, enfin, moi, je suis plus à dire: «Faut pas se forcer». Enfin, je suis vraiment, je Ouais, pense que, enfin, je parle au niveau fondateur, hein, quand tu crées une boîte, si tu veux qu'elle tourne, il faut, enfin, de toute façon, c'est toi qui impulse la culture, c'est toi qui, et forcément, ça va te ressembler. Si tu veux faire quelque chose de différent, à un moment don moi, je pense qu'à un moment donné, ça va coincer. Si tu veux mettre en place quelque chose qui te correspond pas, mmh. ça risque de pas marcher, quoi. Donc, c'est plus dur effectivement pour des gens, enfin, c'est plus dur ou pas. Tu as 2 possibilités quand tu sors d'une grosse boîte, soit tu reproduis le schéma parce que c'est ça que tu connais et tu vas être bien dedans, soit moi c'est le contraire, ça t'a pas plu et tu as envie de le Mmh. casser, quoi. Mais l'idée, je pense, c'est, ouais, c'est construire avec quelque chose qui te plaît, même si tu peux t'inspirer d'autres aussi. Enfin, moi, honnêtement, ces idées-là, je les aurais pas eues tout seul, c'est parce que justement j'étais avec quelqu'un, dans ma boîte d'avant, qui m'a montré ça, et c'est bien que tu le fasses connaître justement parce que ça peut donner des idées aux gens, mais il faut qu'ils se l'approprient. Il faut Mmh. qu'ils en aient, faut que ça leur plaise, il faut qu'ils en aient envie. Je pense pas qu'il faut qu'ils se forcent, en fait, Ouais, pour faut y dire: «Ah, croire, ouais. c'est pas juste, je vais le faire parce qu'on m'a dit que c'était bien», c'est: «Je vais le faire parce qu'en fait, je pense sincèrement que c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner, en fait». Mmh. OK, tout à fait, cohérent. Maintenant, on va passer aux petites questions de la fin, du podcast. Est-ce que tu pourrais nous partager le pire et le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Pire et meilleur conseil. Je vais commencer par le meilleur. Enfin, les 2 sont très liés, en fait. Meilleur conseil, qu'on m'ait donné, c'était, justement dans ma boîte précédente, où c'était, à une phase où on avait essayé de revendre nos technos avant de couler, et un des investisseurs potentiels qui était pas un Français, qui nous avait dit: «Under commit, over deliver». Et c'est un truc qu'on dit encore beaucoup dans la boîte, et j'en parle beaucoup, et que j'applique beaucoup. Je trouve ça génial. C'est, en fait, c'est le principe de de s'engager le moins possible, finalement, de prendre des engagements les plus raisonnables possibles, et au final, essayer de délivrer plus, de faire plus que ce qu'on avait promis. Heu, Déjà, c'est hyper satisfaisant quand on y arrive, pour soi, et aussi pour les autres. Donc c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que ça nous guide, beaucoup, de toujours essayer de, voilà, pas prendre trop d'engagement et toujours arriver avec des bonnes surprises. Côté client, ça fidélise, côté salarié aussi. Enfin, voilà, entre ce Mmh. qu'on leur présente au début, on essaie de toujours faire en sorte que finalement, une fois qu'ils sont arrivés chez nous, ils se rendent compte que c'était même encore un peu mieux que ce qu'on leur avait vendu. Je trouve ça hyper agréable, et en fait, ça crée de la confiance. C'est-à-dire que non seulement on respecte nos engagements, mais en plus, on va même un peu au-delà. Et la confiance, c'est la base. Enfin, pour moi, c'est l'élément le plus important dans une organisation, ou même, quand on a des clients. Et il n'y a rien de mieux pour construire la confiance, quoi. Donc c'est under commit, Un over Under deliver? commit, ouais, over deliver. OK, hyper intéressant, je connaissais pas du tout, ouais. Ouais, et à l'opposé, donc truc que j'avais entendu justement et que malheureusement on avait appliqué dans ma boîte d'avant, et je pense qu'il fait partie des éléments qui nous ont fait couler, OK. c'est «fake it until you make it». Celui-là, il est vraiment catastrophique. Enfin, en tout cas pour moi. Alors, il y a des gens qui réussissent avec ça, hein, mais moi je suis pas du tout à l'aise avec ça, en fait, et c'est OK. c'est un peu ce qu'on avait fait dans la boîte d'avant, où on avait un produit très tech, qui nécessitait énormément de R&D avec beaucoup de risques techniques, qu'on a vendu à des grosses boîtes, hein, mais qu'on n'a jamais réussi à livrer, en fait, quoi. Ou en tout cas pas au Mmh. niveau, de ce qu'on avait promis. C'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant. Ça génère la frustration pour, nos clients, pour nous. Enfin, moi, je suis hyper mal à l'aise de pas tenir mes promesses, en fait. Mmh. Et donc aujourd'hui, au contraire, on a pris le pied opposé. On est toujours hyper prudent, surtout, quoi. On va jamais promettre quelque chose dont on n'est pas sûr qu'on va arriver à le faire, voire faire mieux, quoi. Ça rejoint quand même vachement, tu vois, tout est relié, je trouve, autour de ce que tu prônes aussi autour de la transparence. C'est, tu sais pas faire semblant. C'est Oui, 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 bah, oui, oui, clairement. Et puis, enfin, on préfère dire la ouais. réalité, et pas générer d'insatisfaction ou de déception, quoi. Enfin, moi, il n'y a rien de pire que de décevoir les gens. Je trouve ça dur, même pour moi. Je supporte pas de décevoir, quoi.
OK. Hyper intéressant. Est-ce que tu as une sorte de mantra, ou je sais pas, de citation qui t'inspire, de philosophie de vie? Non, pas particulièrement. Après, un peu ce que je disais au début, moi, ce qui me guide, c'est enfin, je me dis qu'on passe, en tout cas sur la partie entreprise, on passe quand même énormément de temps au boulot. Donc bon, l'objectif, c'est essayons d'en faire une belle aventure, quoi, en fait. Donc c'est un peu ça qui me guide aussi, c'est de faire en Mmh. sorte que, bah, Le voyage compte autant que ouais, le la fin, voyage, quoi. soit super sympa pour tous ceux qui sont dans la boîte. Que ce soit j'aime bien ce mot aventure, c'est une belle aventure. Aventure dans le sens où, bah, il y a des moments forts dans une aventure, il y a des moments super. Et aussi ça inclut aussi qu'il y a des moments qui peuvent être durs dans une Mmh. aventure, mais ils font partie du truc et c'est aussi ça qui crée une équipe qui consolide. C'est les moments peut-être un peu difficiles où il faut un peu, voilà. Dans l'aventure, il y a des rencontres aussi, enfin voilà, c'est et j'aime bien cette idée de dire que la boîte, c'est un moyen, c'est juste un vecteur de se créer une belle aventure, en fait, quoi. C'est un peu ça qui me guide, ouais. OK, super. Et la dernière question, alors je sais pas si tu as en tête une personne que je devrais inviter, que tu admires ou en lien avec, ces sujets-là, si tu as trouvé depuis, sinon c'est pas Non, pas grave. évident, ouais, je réfléchissais, parce que j'échange ce que je te disais, j'échange pas tant que ça finalement Ouais. avec d'autres boîtes ou alors c'est pas tellement sur ces sujets RH. Quand j'échange, je cherche à échanger avec d'autres boîtes souvent parce que je cherche des solutions sur une problématique, le développement à l'international, le marketing, partenariat, et cetera. Et je vais me tourner vers des boîtes dont je sais qu'elles ont réussi sur ces thématiques-là et je vais aller chercher des idées. Sur la partie RH, ça tourne bien. Enfin, j'ai pas de difficulté particulière, ça tourne bien, on est satisfait. Donc c'est des thématiques sur lesquelles j'échange beaucoup moins avec les autres boîtes finalement, OK, quoi. Donc c'est j'ai marrant. pas Bah, tu d'idée vois, au final, particulière. peut-être que tu auras des invités, enfin, peut-être des personnes qui vont te contacter suite, au podcast. Mais cela dit, j'ai écouté ton podcast aussi. Il y a des choses super intéressantes et inspirantes, Bon, ouais, bah, clairement. écoute, merci en tout cas de ta présence. Merci, d'avoir profité d'un voyage à Paris aussi pour venir, Merci pour l'invitation, et merci à d'avoir toi. réagi, rapidement aussi et on souhaite plein, plein de bonnes choses en tout cas à SMAPN et on espère qu'il y aura, plein d'autres entreprises, qui vont adopter ce même style, on va dire, peut-être de vie Eh et oui, en l'adaptant évidemment. Mais, en tout cas, ouais, c'était très inspirant donc, merci beaucoup. merci à toi. Salut! Ciao. Top, bah, écoute, un grand merci. Je sais pas si, ça va, tu content? Bah, un peu moins d'une heure, on a fait 50 minutes, je pense. Ouais, c'est vite quand même. Ouais, ça passe vite, c'est cool, c'est chouette. Ouais, ouais. Ouais, j'aime bien l'exercice physique, ça permet aussi de. Je pense qu'on a parlé de tout ce qu'il fallait, je pense. Et puis j'aime bien. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.